Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Veuillez nous excuser pour ce petit délai. Merci de vous être connectés. Donc, la thématique de ce jour va être sur l'accréditation et les gaz du sang, donc la norme ISO 15189 version 2022, du pré-analytique à l'interprétation. Vous pourrez poser toutes vos questions durant ce webinaire. N'hésitez pas à utiliser. Vous avez une petite touche à côté de l'onglet Conversation qui s'appelle Q&R pour poser vos questions. Il suffira de les poster. Nous vous invitons à avoir avec vous un téléphone portable afin de pouvoir scanner un QR code. Vous serez ainsi invité à poser quelques questions, à répondre à quelques questions donc, de la part de notre orateur. Et donc, je vais laisser la main à notre orateur, professeur Bouvier. Merci beaucoup. Et je vais vous donner la main ici pour que vous puissiez commencer la présentation. Bonjour, messieurs, dames, chers collègues. Donc, je m'appelle Damien Bouvier, je suis PUPH en biochimie et biologie moléculaire, et donc médecin biologiste au CHU de Clermont-Ferrand. Et je me suis occupé de l'UF de biochimie délocalisée que j'ai monté à Clermont-Ferrand en 2014-2015. Et je suis responsable du groupe d'encadrement de la biologie délocalisée pour le CHU. Donc là, sur la présentation, vous avez un petit QR code. Si vous voulez vous connecter. Il y a quelques petites questions pour rythmer un peu la présentation. Donc, je vais vous laisser 2 minutes pour ceux qui veulent jouer avec nous. Il n'y a pas de questions pièges. Donc là, je vois qu'on a quelques inscrits. C'est bon? Est-ce que les gens peuvent... Oui. Alors, donc, je vais vous parler de gaz du sang accréditation. Alors, le sujet est vaste, donc bien sûr, on va piocher un peu dans les nouveaux éléments de la norme 1589 version 2022 qui, comme vous le savez, a intégré la 22870. Donc, quelques rappels sur les EBMD. Donc, d'après la SFBC, ce sont des analyses effectuées par les médecins non biologistes ou du personnel soignant en dehors des locaux spécifiquement dédiés à la biologie médicale dans un établissement de soins privé ou public. D'après la 1589 version 2022, qui a intégré la 22870, sont des examens réalisés à proximité du patient ou à l'endroit où il se trouve. Et donc, ils sont bien toujours sous la responsabilité du biologiste. Alors, la première question, qui est autorisé à réaliser des EBMD? Vous avez peut-être ces cas dans vos... Vous avez 17 secondes pour répondre. Je cache les réponses pour ne pas vous orienter. 3 secondes. Donc, les externes en médecine, les internes en médecine, les manipulateurs. Donc, bon, il y a il n'y a pas consensus, donc mais la majorité, voilà, c'est effectivement les externes en médecine, oui. Les externes en médecine, non, pardon. Voilà, c'est un arrêté du 13 août 2014. Les catégories de professionnels de santé autres que les biologistes médicaux habilités à réaliser en dehors du laboratoire la phase analytique des examens de biologie médicale en vue d'une décision thérapeutique urgente sont les suivantes. Les médecins. Et nous ne sommes médecins que quand nous avons validé notre 6e année, notre CHSCT. Donc, un externe en médecine n'est pas médecin, alors qu'un interne en médecine est médecin. Donc, les médecins, c'est interne et au-delà. Les sages-femmes, les infirmiers, les techniciens de laboratoire. C'est interdit aux aides-soignants et c'est interdit aux manipulateurs radio.
Si vous allez sur l'arrêté du 13 août 2014, l'article juste avant ou juste après cite bien les manipulateurs radio comme des professionnels qui ont le droit, par exemple, d'injecter un produit dans la veine d'un patient. Donc, ils ont vraiment été oubliés. Ils ne peuvent pas utiliser un dispositif de biologie médicale délocalisé, ce qui pose problème sur certaines structures comme les PMT. Une autre question très à la mode, quel examen relève de la biologie médicale? Glycémie capillaire, streptotest, lactatoscalp, hémoglobine capillaire, test vaginal de rupture prématurée des membranes fœtales, donc actimprom par exemple, ou cétonémie capillaire. Donc là aussi, c'est un éternel débat en national. Et quels examens sont sous notre responsabilité à nous biologistes? Donc, 30. Donc là aussi, bon, voici la réponse. La glycémie capillaire, le streptotest, l'actimprom et la cétonémie capillaire, c'est l'arrêté du 1er août 2016, ce qui n'est pas de la biologie médicale. Voilà, tout ce qui est listé ici peut sortir du giron de notre responsabilité. Et donc, bien sûr, le streptotest, les tests de glycémie et de cétonémie. Et donc là, vous avez les utilisateurs qui ont le droit d'utiliser ces dispositifs, donc idéaux pour infirmiers, sages-femmes, médecins. Et vous avez ce terme-là, professionnel de santé sous la responsabilité d'un médecin. Ça, en gros, c'est les aides-soignants, pour faire simple. Donc voilà. Donc tout ce qui n'est pas dans cette liste est sous la responsabilité du biologiste. Donc le lactatoscalp, c'est du lactate. Le lactate n'est jamais cité dans ce tableau. L'EmoQ, c'est un vaste débat de société savante. Tout le monde n'est pas d'accord. Les choses risquent de peut-être changer l'année prochaine. Mais aujourd'hui, l'EmoQ reste sous la responsabilité du biologiste, qu'il soit capillaire ou veineux, même si les sociétés savantes aimeraient qu'on soit plus responsable de l'EmoQ fait en veineux et pas en capillaire. Mais voilà, il y a des débats, mais pour l'instant, ça reste sous notre responsabilité, même si, clairement, et je pense qu'on n'est pas les seuls, ce n'est pas le dossier qui est traité en premier pour ce qui est de la biologie localisée. Après, il y a des évolutions technologiques, il y a les dispositifs implantables, un examen, donc les lecteurs de glycémie en continu, ça, c'est pas de la biologie, mais voilà, les laboratoires peuvent éventuellement développer de la prestation et participer à la suite de ça. Il y a aussi de la génétique moléculaire délocalisée, on a des dispositifs, ça c'est une publiée du Lancet qui n'est pas récente, qui montre qu'on peut faire chercher des SNP sur le gène de certains cytochromes qui a un rôle dans le métabolite de certains médicaments, comme le clopidogrel, pour identifier des métaboliseurs lents ou des métaboliseurs rapides et donc adapter les doses au génotype du patient. Donc il y a des choses assez innovantes sur le plan technologique en biologie localisée, assez intéressantes. Donc les points à maîtriser, en fait, je ne vais rien vous apprendre, c'est la même chose que ce que vous avez à maîtriser dans vos laboratoires centraux, le pré-analytique, l'analytique, avec tout ce qui est repro, répète, incertitude, corrélation, CIQ et CQE. Là, je vous ai mis un bout de la norme, de la nouvelle norme. Le laboratoire doit surveiller ses performances en ce qui concerne les méthodes d'analyse par comparaison avec les résultats d'autres laboratoires. Cela inclut la participation des programmes d'évaluation externe de la qualité type Q appropriés pour les examens effectués, l'interprétation des résultats d'examen, y compris les méthodes d'examen de biologie médicale délocalisée. Rajouter ici la validation post-analytique, la compétence du personnel, il faut un comité de pilotage, panne et suivi des appareils, non-conformité informatique du système, métrologie. Tout ça est relevé dans la norme. Les points à maîtriser, donc ça c'est une diapo de Michel Bourdol, qui est un de nos maîtres en biologie localisée. Donc attention, bien sûr, il faut maîtriser le coût parce que, bien sûr, plus on est proche du patient avec les dispositifs implantables, on a des données instantanées, plus le prix est élevé, autour de 50 €. Plus on est loin du patient sur nos gros labos centralisés, plus le délai est proche de l'heure, voire de 2 heures, mais le coût unitaire est inférieur à l'euro. Et la biologie délocalisée, on a des tests qui coûtent entre 2 et 10 € selon les tests. Donc, il faut maîtriser ces points-là.
Mais quand c'est bien maîtrisé, ça peut être même économiquement intéressant. Alors, un petit mot sur cette norme NF 22-2022. C'est bien dit en préambule de ce document que le présent document rassemble également les exigences relatives aux examens de biologie médicale délocalisés et remplace l'ISO 22870 qui sera retiré à la publication du présent document. Donc la 22870, c'est terminé. Bon, les grandes variantes sont dans les annexes, en fait. En gros, ce qui change par rapport à la 22870, c'est la notion de gouvernance des EBMD. En fait, le groupe d'encadrement de la biologie localisée n'est plus une obligation, contrairement à la 22870, même si on verra que dans un autre coin de la norme, elle est citée. En gros, la direction de l'organisation doit en dernier ressort être responsable de la mise en place des processus appropriés pour suivre l'exactitude et la qualité des EBMD effectués au sein de l'organisation. Donc en gros, le directeur de labo a la responsabilité. Il n'y a plus ce groupe d'encadrement qui est spécifiquement précisé. Par contre, ils insistent un peu plus qu'avant sur les contrats de prestation entre labos et les sites. Donc là, il faut faire des contrats de prestation et des contrats de terrain où on liste bien les responsabilités des deux parties. Donc ça, ces contrats, à mon avis, dans les prochaines visites COFRAC des sites de biologie localisée, seront un peu plus décortiqués qu'avant. Donc ces contrats doivent être approuvés par le plan clinique, le cas échéant sur le plan financier, donc ils doivent être signés par les deux parties. L'assurance qualité, en fait, elle ne doit pas en gros être au rabais. Il faut des CIQ, des EQ avec toutes les sociétés. Et les programmes de formation, une personne ayant la formation et l'expérience appropriée doit être nommée pour gérer la formation et l'évaluation des compétences du personnel. Donc, en gros, l'habilitation doit être faite par des gens qui sont eux-mêmes habilités à habiliter. Donc, nous, à Clermont-Ferrand, ce sont des techniciens de laboratoire qui sont référents et qui forment tous les infirmiers et médecins du CHU et des CH environnants, ce qui fait à peu près entre 800 et 900 personnes. Le formateur doit élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour un programme de formation théorique et pratique approprié pour l'ensemble du personnel. Donc c'est là que nos fournisseurs gaz du sang ont des solutions appropriées avec leur middleware qui nous aident à gérer ces habilitations. Alors, la notion d'examen représentatif, ça, on a tous vu ça aussi en 2021. Une fois qu'on avait, pour sauver, enfin, je caricature, mais voilà, tout le monde n'était pas accrédité à 100%. Puis après, il y a eu cet arrêté le 8 mars 2021 qui dit en gros que si on a un examen représentatif accrédité par ligne de portée, en fait, on est dans les clous de la loi. Alors, ça implique de ne plus être à COFRAC 100%, mais juste sur le pourcentage des examens représentatifs. Et vous voyez que dans ces examens représentatifs, il y en a pour la biologie délocalisée de la sous-famille BB, donc c'est la BMBB06. Il y en a pour l'hématologie, il y en a pour la microbiologie. Et donc, nous, quand on a renouvelé toute notre solution gaz du sang il y a 2 ans, on se posait la question, donc ça représentait à peu près 200 paramètres. Est-ce qu'on refait 200 SH formes ou est-ce qu'on fait juste l'examen de référence? Souhaite-t-on rester 100% COFRAC après le renouvellement d'une solution? Sachez que ce n'est plus obligatoire. Par contre, il faudra enlever le logo COFRAC devant compte rendu. Donc voilà, bon, nous, on a décidé que l'orchestre a joué jusqu'au bout sur le Titanic et on a décidé de tout réaccréditer. Donc, le groupe d'encadrement des examens de biologie médicale délocalisés, ce n'est plus comme avant. Mais vous voyez, ça, c'est un petit bout de la norme. Des comités EBMD multidisciplinaires établis peuvent être sollicités pour gérer des contrats de prestation comme décrit dans l'annexe A. Donc, c'est le directeur qui est responsable, mais ils n'ont pas complètement enterré ce comité. Donc, le comité en dit c'est bien de le mettre en place, vous pouvez le mettre en place, mais vous voyez, il n'y a plus cette notion obligatoire comme la 22870. Bon, pour moi, c'est le grand changement. Donc, il est présidé par un biologiste, des biologistes des différentes disciplines, et puis après, on met dans ce comité un biologiste coordinateur, un ou plusieurs biologistes, un ou plusieurs cliniciens, des représentants du monde infirmier, un représentant de la direction d'établissement pour les CH et CHU, un ingénieur biomède, un membre de la direction informatique. Et puis voilà, c'est ce comité qui est responsable du projet, des besoins cliniques, des implications
financière, de la faisabilité technique et des aptitudes de l'organisme à répondre aux besoins. Donc le biologiste au milieu de tout ça est l'interlocuteur avec son propre labo, parce que c'est pour bien démontrer qu'on ne fait pas une biologie au rabais. Il est l'interlocuteur avec ses collègues cliniciens sur l'expertise et le choix de l'appareil, sur le financement des réactifs et des contrôles, sur les protocoles utilisés, la formation et la maintenance. Il sensibilise les infirmières au préanalytique, à l'analytique et au contrôle qualité. Et il est l'interlocuteur de ses administratifs pour le côté financier des choses et les responsabilités économiques, les coûts, les indicateurs. Donc, ce qui est très important, encore une fois, c'est ce contrat. Donc, ce contrat, il faut bien sûr l'analyseur idéal, donc choisir l'analyseur avec les mêmes précisions qu'un labo central. Maintenant, les fournisseurs de biologie localisée nous proposent des choses assez performantes sur le plan analytique, et même de la tropo ultrasensible en délocalisé. Et donc, ce contrat clinico-biologique, là, encore une fois, vous voyez, c'est un autre bout du texte. Le contrat avec les opérateurs EBMD, ça, c'est vraiment important. Les contrats de prestation entre labos et autres parties, encadrés par le laboratoire, doivent assurer que les responsabilités des autorités sont spécifiquement communiquées. Donc, il faut vraiment faire un contrat. Et le personnel doit respecter les procédures établies et l'identité des personnes intervenant pour les étapes importantes des processus analytiques doit être enregistrée, y compris celle des opérateurs de BMD. Vous voyez, le BMD, en gros, ils ont rajouté des fois dans la 1589, il faut aussi le faire pour les EBMD. Mais en gros, c'est tout comme avant, à part le comité. Bon, bien sûr, mettre en place un système de management de la qualité avec un système documentaire. Là aussi, je vous ai mis un petit bout de texte. Le personnel doit respecter des procédures établies et l'identité. Donc, ça, c'est important. Et donc, voilà, toutes les procédures classiques, pré-analytiques, analytiques, etc. Les indicateurs pour évaluer. Donc, il n'y a plus d'indicateurs obligatoires, mais le minimum, c'est l'activité et le coût pour un rapport coût-activité. Après, les techniques et l'efficacité, ça peut être évalué dans le comité une fois par an. Donc ça, c'est l'exemple d'un processus EBMD, c'est notre processus à Clermont-Ferrand qui est tout simple, où dans les acteurs, donc il y a les services cliniques, le comité consultatif et le groupe d'encadrement, les personnels du laboratoire et des services cliniques. Donc on part d'un besoin clinique et d'une prescription. Pour la prescription, pré-analytique, analytique, post-analytique, rien n'a changé, ce qui permet de modifier la prise en charge du patient et de mise à jour des dossiers patients avec l'informatique. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un petit mot sur l'informatique, parce que quand on se lance dans la biologie localisée, il ne faut pas sous-estimer le dossier informatique. Donc, le circuit de l'information, vous avez votre dispositif EBMD, donc un exemple, un ABL, votre SIL, votre SIH et un middleware de biologie localisée. Et donc, quand on connaît, on scanne l'étiquette d'un patient, la démographie du patient qui vient du SIL ira dans l'automate et sur le ticket, puis le résultat ira dans le middleware pour une éventuelle validation technique ou pas, dans le SIL pour une validation biologique, puis dans le dossier patient. Voilà l'exemple clermontois, mais en fait, vous avez l'établissement responsable, donc, voilà, où vous avez votre circuit classique, votre automate de biologie localisée, le middleware de biologie localisée, le SIL, le SIH. Donc ça, c'est le circuit classique. Si vous êtes responsable de biologie délocalisée, de CH ou d'établissements environnants, d'établissements un peu clients de votre laboratoire, ne sous-estimez pas le dossier informatique parce que peut-être que cet établissement client a son propre SIH et donc cet SIH, dans la construction, il faut s'assurer qu'il soit connecté à votre SIL. Donc des fois, ça, c'est une connexion qu'il faut anticiper si elle n'existe pas, avec des montants de connexion qui sont à 4, voire 5 chiffres. Donc ça, déjà, c'est le premier dossier. Et après, votre middleware, qui sont souvent des solutions web, c'est le cas de Pacure, c'est des solutions web qui passent, il faut qu'elles arrivent jusqu'à la prise Ethernet de l'établissement extérieur. Et donc là, il faut que les informaticiens de la société, mais aussi des deux établissements, fassent tomber les proxys qui peuvent, les firewalls qu'il y a entre les deux établissements. Donc il faut faire rencontrer les informaticiens de deux établissements et faire en sorte que tout soit ça. Et si vous multipliez les établissements clients avec les SIH, vous pouvez multiplier les connexions SIL-SIH. Donc les perspectives, est-ce qu'on va vers des SIH communs avec des mêmes bases patients, des réseaux régionaux, voilà, ce n'est pas encore tout à fait réglé.
Donc, le middleware de biologie localisée, les difficultés, c'est qu'il doit se connecter souvent par un, mais plusieurs fournisseurs. Nous, je crois que clairement, on en a 5-6 facilement. Il faut s'assurer qu'on puisse gérer à distance la machine dans tous les cas. Il faut savoir si le middleware propose des outils de e-learning. Et bien sûr, il faut toujours discuter avec nos fournisseurs du prix des connexions. Donc, les middleware, voilà, vous avez 4 grands exemples. Je pense que tout le monde a pris le virage de l'open connectivité, ce qui n'était pas encore le cas il y a 5-6 ans. Donc, il y a le POC pour le Siemens, l'Agispoc pour Abbott, l'Acure pour Radiometer et le GMWeb Plus pour Werfen. Donc, voilà, tous ces middleware sont très branchés, sont souvent facilitent le dossier d'open connectivité. Le Radiometer, pour le coup, que je n'ai pas testé, mais que j'ai testé en appel d'offres, est assez performant là-dessus. Donc tout ça dans l'optique, bien sûr, d'intégrer dans un modèle de convergence des données médicales, l'informatisation de votre biomédical dans un processus global à l'échelle de l'établissement, voire du GHT. Et le comité d'encadrement peut jouer son rôle là-dedans. Un petit mot sur la validation des méthodes. Donc, en fait, il faut faire de la biblio. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien, mais je vous donne mon expérience puisqu'on a accrédité une vingtaine de machines en quelques jours. Hein. Enfin, on a fait. Donc, ça, c'est le SH en classique. On décrit les méthodes, on maîtrise les risques, on évalue les performances de la méthode, répéta, fidélité intermédiaire, exactitude, incertitude, comparaison, les étendues de mesure, les interférences, les contaminations, la robustesse, l'intervalle de référence. Ça, c'est un peu les grands chapitres qu'on a sur les logiciels qui nous aident à faire nos SH forms type Viscali ou autre. Alors, je vous donne quelques. Pour la répétabilité, nous, on utilise beaucoup les CV de la SFBC, pour la fidélité intermédiaire aussi, et pour l'exactitude aussi. Attention, la PO2, je pense qu'on a tous le même problème, ne rentre pas dans les clous des CV de la SFBC. C'est le cas. On cite tous le papier d'Anne Vassot de 99. Donc là, il faut faire des petites phrases en disant qu'on n'est pas dans les clous de la SFBC, mais qu'on est dans les clous des données fournisseurs. Et vous avez de la biblio. Donc moi, comme je suis Werfen, on cite la publi de Christol des Annales de biologie clinique de 2016. Je vous ai mis ici nous, on avait publié notre validation de méthode dans Practical Laboratory Medicine. Donc là, on a publié nos CV de Répéta. Donc en gros, il y a plusieurs publis et on peut vous en fournir d'autres avec des CV de Répéta, de PO2, où on dit on ne trouve pas comme la SFBC, mais on trouve comme le fournisseur et on trouve comme les publis. L'incertitude de mesure, pareil, souvent on utilise les données RICOS, mais la PO2, encore une fois, n'a pas d'objectif RICOS. Donc, soit vous demandez à votre fournisseur EQ, donc souvent c'est ProBiocal ou Asqualab, de vous faire un calcul d'incertitude à partir des données de EQ avec une méthode qui s'appelle la méthode LTCV. Et donc, vous avez la référence ici. Donc, soit vous demandez à votre fournisseur EQ de vous le calculer, en général, ils le font bien volontiers, soit vous prenez maintenant, les fournisseurs fournissent des données d'incertitude de mesure et vous dites, à défaut de RICOS, on prend les données fournisseurs. Nous, on fait un mix des deux. Voilà. Les comparaisons de méthodes, si on a 20 machines, on ne va pas faire des comparaisons dans tous les sens. Donc, tout ce qu'il faut, c'est mettre un plan avec une ou deux machines de référence et corréler, par contre, chacune de vos machines à la même machine. Donc là, je suis dans une configuration gaz du sang. Donc, il faut un plan de corrélation, et si A égale B et B égale C, on dira que A égale C. Donc, il faut bien maîtriser tout ça et que ça colle plus ou moins à votre procédure dégradée si vous avez plusieurs machines. Alors, je vous ai donné ici c'est pas toujours simple de faire des corrélations sur certains paramètres parce qu'on n'a pas de nuage de points, puisque, par exemple, la carboxyhémoglobine, si on prend 30 seringues, on a 30 valeurs basses. Hein. Il n'y a pas une intox au CO tous les jours. Pareil pour la métémo. Donc ça, c'est des pistes pour faire des jolies courbes et pas avoir que des points avec des valeurs normales. Bien sûr, vous y avez probablement pensé aussi. Pour le potassium, si vous travaillez avec un centre de dialyse, il faut
passer des prédialyses, des post-dialyses, qui fait qu'on va éteindre notre gamme jusqu'à 6-7 millimoles. Pour le calcium, si vous travaillez avec des réanimations qui font de la dialyse au citrate, vous aurez des valeurs basses, ce qui est très bien. Bon, le lactate, c'est simple, il suffit de faire vieillir les seringues. La PO2, c'est simple, il suffit de travailler avec des échantillons veineux pour avoir des valeurs basses. L'oxyhémoglobine, des patients sous oxygène ou des patients d'échantillons veineux. Pour la carboxy, on prend les ampoules des CIQ Werfen, mais je pense que le radioémetteur a les mêmes. On fait des surcharges de sang avec les contrôles eau. On mélange tout ça, comme ça nous permet d'avoir des valeurs de carboxy élevées. Pour la méthémoglobine, on a fait un protocole de surcharge, moitié surcharge avec les ampoules. Et sinon, vous demandez à votre pharmacie de vous fournir du bleu patenté. Et vous mettez du bleu patenté dilué dans votre sang, ce qui vous fera augmenter votre méthémo. Donc, alors on a des protocoles, on pourra vous les fournir. Et avec ça, ça nous permet d'avoir des courbes un peu comme ça, un peu plus jolies, avec des valeurs qui montent jusqu'à 20%. Ça, je crois que c'est de la méthémo. Donc, ça nous évite d'avoir un nuage de poids entre 0 et 2%. Bon, c'est des petits conseils, hein, mais je pense que tout le monde a ses propres méthodes. Les sodiums élevés, on peut en trouver en osmothérapie, en neuroréanimation. Les patients qui ont des œdèmes, on leur fait souvent augmenter la natrémie pour soigner l'œdème cérébral. Donc, des fois, on cible ces patients-là. Voilà ces petits conseils de validation de méthode. Pour les intervalles de référence en gazo, je vais citer un des papiers de notre service. On avait publié toutes les valeurs de référence dans ce papier-là, aide à la validation biologique des paramètres d'oxygénation dans les ABC. Sang artériel, sang veineux, sang veineux mêlé, sang capillaire, sang cordon artériel, cordon veineux, scalp, vous avez des valeurs de référence PO2, PCO2, pH. Voilà, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Pour les valeurs basses de calcium ionisé post-filtre, 0,30 à 0,35, c'est les recommandations du 51e congrès de la SFAR. Voilà, donc vous pouvez créer un échantillon post-filtre ou échantillon citraté. Les middleware nous permettent de faire ça. Vous aussi, hein, on peut créer autant d'échantillons qu'on veut. Ça, c'est bien aussi. Ce n'était pas le cas au début. Alors, du pré-analytique à l'interprétation, je vais vous donner quelques travaux qu'on a fait à Clermont-Ferrand sur des questions qu'on s'est posées. Donc, le pré-analytique, c'est hyper important puisque c'est 62% des erreurs de laboratoire. Et pour ce qui est des gaz du sang et des EBD, il y avait une publique qui disait que c'était 75% des erreurs pré-analytiques. Donc, le pré-analytique, c'est l'ordre de prélèvement des tubes, c'est le délai d'acheminement, c'est la température d'acheminement. Alors, une petite question pour vous remettre dans le bain. Dans un échantillon sanguin prélevé pour une analyse gaz du sang, en cas d'un acheminement trop long, avant analyse à température ambiante, comment bougent les paramètres? Là, c'est une petite question de biologie. Hein. Le sang est un tissu vivant. Donc, est-ce que la PO2 va diminuer? Est-ce que la méthémoglobine va diminuer? Est-ce que les lactates vont augmenter? Est-ce que les lactates vont diminuer? Et est-ce que la glycémie va augmenter? Donc, comment se comportent les paramètres? « 8 secondes, c'est peut-être... Alors, on a 27 votants. Donc, effectivement, c'était les 3 premières qui étaient justes. La PO2 diminue, la méthémoglobine diminue, les lactates augmentent et la glycémie, elle a tendance à diminuer. Donc ça, c'est un globule rouge. Hein. On va faire un peu de biochimie du soir, là, le mardi soir, ça fait toujours plaisir. Donc dans un globule rouge, le glucose rentre dans le globule rouge et il n'y a pas de mitochondrie dans le globule rouge, donc le glucose subit une glycolyse anaérobie, hein, sans besoin d'oxygène, qui aboutit à la production de pyruvate et de NADH+. Donc le NADH+, ce sont des cofacteurs qui ont été réduits au cours de la glycolyse. Et ces NADH+, pour que la glycolyse puisse perdurer, il faut les réoxyder en NAD+, pour que la glycolyse puisse se maintenir dans le globule rouge. Donc, pour réoxyder le NADH+ en NAD+, il y a 2 enzymes dans le globule rouge qui permettent de faire ça. Il y a la lactate déshydrogénase, la LDH, qui va réduire le pyruvate en lactate et en parallèle oxyder le NADH+ en NAD.
L'autre enzyme, donc vous voyez que déjà le glucose diminue, le lactate augmente dans le globule rouge. Et l'autre enzyme qui permet de régénérer le NADH+ à partir du NADH+, c'est la méthémoglobine réductase. C'est l'enzyme qui réduit le méthémoglobine en hémoglobine. Et en réduisant le Fe3+ de la méthémoglobine en Fe2+ dans l'hémoglobine, elle régénère le NAD+ pour la glycolyse. Et donc, vous voyez que dans un globule rouge qui traîne, la méthémoglobine peut potentiellement diminuer au fil du temps. Donc, tout ça, c'est logique. Dans un globule blanc, toujours dans une seringue qui traîne, le glucose diminue, sauf que là, dans le globule blanc, il y a de la mitochondrie, donc le pyruvate formé par la glycolyse va ensuite être pris en charge par une autre enzyme qui est la pyruvate déshydrogénase qui va former de l'acétyl-CoA, acétyl-CoA qui fera tourner le cycle de Krebs pour fournir du NADHH+ à la chaîne respiratoire qui pourra fabriquer de l'ATP. Et donc tout ça, c'est en présence d'oxygène, donc la PO2 diminue, ça relargue du CO2, donc le CO2 augmente et le glucose diminue. Donc voilà le métabolisme du globule rouge et du leucocyte dans une seringue qui traîne trop longtemps. Je crois qu'il y a une autre petite question, mais je vois pas le. Il n'y a pas de QCM là. Ah, j'ai peut-être mal fabriqué la question. Quels paramètres. Là, vous ne devez pas avoir de proposition en fait. Ah si. Alors, quels paramètres d'une analyse gaz du sang sont non interprétables si l'échantillon est placé dans la glace? Est-ce que vous savez si il y a un paramètre qui ne supporte pas la glace dans les 5 paramètres que je vous propose? C'est un peu plus. Donc, la majorité l'a emporté. Effectivement, la PO2. La PO2 ne supporte pas la glace. Et donc ça, c'est un autre travail qu'on avait fait. En fait, les fournisseurs gaz du sang nous disent que les recommandations, c'est 30 minutes à température ambiante. Et si c'est plus de 30 minutes, il faut mettre l'échantillon dans la glace. Hein. Tous les fournisseurs nous proposent ça dans leurs documents préanalytiques. Ces recommandations, elles sont stipulées dans le CLSI, Clinical and Laboratory Standard Institute, sauf que si vous regardez ces recommandations, elles datent déjà de 2009 et elles sont basées sur des références qui datent des années 90 pour les plus récentes, mais qui peuvent dater de publications des années 70-80, qui ont été toutes faites sur des seringues gaz du sang en verre, qui ne sont plus du tout utilisées aujourd'hui. Je crois qu'il y a même une publication qui a été faite sur du sang de chien. Donc, un peu vieille, les recos. Donc, nous, on avait dit, on va essayer de remettre ça à plat avec nos seringues, plastiques utilisées aujourd'hui. Donc, c'est cette publique. Je vous invite à lire dans CCLM, Impact of Storage Temperature and Time Before Analysis and Electrolyte, lactate, glucose, blood gas, hémoglobine, oxyhémoglobine, carboxyhémoglobine, méthémoglobine, résultat. Donc, je vous donne tout de suite la conclusion. Dans cette publi, on a passé 50 gazos qu'on a étudié glace par glace, tout ça. Nos recos, en fait, maintenant, c'est que si c'est une gazo avec lactate, en fait, on reste à 30 minutes, donc on n'a pas révolutionné le truc. Mais si on enlève le paramètre lactate, une seringue peut être acheminée à température ambiante en 1 heure. Ce qui n'est pas anodin, puisqu'on a tous des gazos, des fois, qui viennent d'établissements à 10-20 km. Et donc, si c'est acheminé dans l'heure, et que vous faites bien sûr l'homogénéisation de votre seringue une fois qu'elle est là pendant au moins 2 minutes, il n'y a pas de problème. Pour la glace fondante, on peut aller jusqu'à 2 heures, mais la PO2 ne sera pas interprétable, que ce soit clair. Donc, si votre établissement est à 20 minutes et qu'il a des questions, il se pose des questions sur l'équilibre acide-base de votre seringue, glace, ça peut être très bien. Si il veut vraiment évaluer l'état d'oxygénation du patient, je lui conseille plutôt de l'amener à température ambiante en moins d'1 heure. La PO2 sera interprétable. Je vous montre les résultats de la PO2, justement. Je ne vais pas vous faire tous les paramètres, sinon on part pour 1 heure. Mais la PO2, je vous montre juste ce schéma qui est assez parlant, qui est un schéma tiré de la publication. Donc, on a testé 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Les carrés,
les carrés, c'est la température ambiante. Et le bandeau bleu, c'est l'incertitude de mesure du paramètre calculé sur T0. Donc, vous voyez que là, on pêche, hein, oui, on la voit. Là, le T0, vous voyez qu'à température ambiante, les valeurs restent dans le bandeau d'incertitude, en fait, et on peut aller jusqu'à 2 heures. Hein. Si on a dit 1 heure, c'est à cause du pH qui décrochait. Mais la PO2, voilà. Par contre, vous voyez que la glace, c'est les ronds, et ben la glace, dès 45 minutes, elle augmente. Elle fait augmenter la PO2. Parce qu'en fait, les seringues gazo en plastique, en contact de la glace, deviennent plus poreuses. Ça détend un peu les molécules de propylène, là, je sais pas, et la PO2 rentre par tous les pores de la seringue. Donc voilà. Pour le lactate, le même schéma, on voit qu'effectivement, vous voyez que dès 30 minutes, en fait, on sort des clous et donc le lactate, il augmente très vite. Alors des fois, qu'on rentre 4 millimoles ou 4,5 ou 5, c'est pas forcément grave, mais pour le suivi des patients, c'est quand même des fois un peu problématique. Par contre, dans la glace, on peut aller jusqu'à 1 heure facilement, voire un peu plus. Hein. On est un peu borderline en fin de seringue, mais voilà, la glace, ça marche bien pour les lactates. Un autre, derrière le pré-analytique, l'analytique, donc principe interférence et l'interprétation logique, le post-analytique. Je vais vous poser une dernière question sur les natrémies. Parce qu'on est souvent questionné par nos réanimateurs en disant « ta natrémie gazo et ta natrémie labo, ce n'est pas les mêmes ». Donc, une différence observée entre une natrémie de gazométrie et une natrémie d'analyseur de biochimie centrale peut s'expliquer par la différence de technique, potentiométrie directe versus indirecte, une valeur élevée de la protéinémie du patient, des mauvaises pratiques préanalytiques dans le service clinique, l'incertitude de mesure des deux techniques de dosage, une valeur basse de la protéinémie du patient. Tous ceux qui ont une machine à gazo dans une réa doivent normalement avoir un moment ou un autre dans l'année le réanimateur qui dit « je ne comprends pas, tu me rends 4, 5, 6 millimoles d'écart entre tes deux natrémies, qu'est-ce que tu fous ?» Alors, ça vous a moins inspiré, parce qu'il y a 29 réponses seulement. Après, j'aurais peut-être dû mettre plus de temps. Alors, en fait, donc c'est bien que 93% soient OK avec la première, mais en fait, elles sont toutes justes. Elles sont toutes justes, et on va voir pourquoi. Donc ça, c'est l'hyponatrémie. Premièrement, quand on interprète une hyponatrémie, on regarde si si l'osmolarité plasmatique est corrélée à l'hyponatrémie. Si j'ai une hyponatrémie avec baisse de l'osmolarité, j'ai une hyponatrémie hyposmotique, donc une vraie, entre guillemets, hyponatrémie. Et là, soit c'est qu'il boit trop d'eau ou trop de bière, et donc c'est un potomane ou un syndrome du buveur des bières, soit il pisse pas assez, il excrète pas assez d'eau du fait d'une hypersécrétion d'ADH, et cette hypersécrétion d'ADH, soit elle est appropriée à l'hypovolémie, et là vous avez soit une hypovolémie vraie, soit une hypovolémie relative, soit elle est inappropriée, et là c'est un SIADH. Mais les hyponatrémies à osmolarité normale peuvent être le fait de pseudo-hyponatrémie, soit du fait d'une hyperprotidémie, d'une hyperlipidémie, c'est ce qu'on va voir, où là l'osmolarité sera normale, soit elles peuvent être augmentées en cas d'hyperglycémie. Hein, si le patient a un diabète déséquilibré avec une glycémie très élevée, l'eau est attirée en dehors des cellules par le glucose, et donc vous avez une natrémie qui est basse, vraiment in vivo chez le patient, mais ça reste une pseudo-hyponatrémie parce que le capital sodé du patient est normal, et en fait en corrigeant la glycémie, l'eau rentrera dans les cellules et le sodium est normal. Donc il y a une formule de correction pour évaluer la quantité de sodium du patient en cas d'hyperglycémie, pour voir s'il faut rajouter du sodium ou pas dans la prise en charge. Donc globalement, c'est rarement le cas. Ce qui nous intéresse ici, nous, c'est les hyperprotidémies et les hyperlipidémies qui entraînent des pseudo-hyponatrémies en potentiométrie indirecte, donc sur nos machines de labo centrales. Donc, pour rappel,
Il y en a qui savent probablement ça par cœur, il y en a qui sont peut-être contents d'avoir un petit rappel. Donc, importance de l'analytique, voilà. Donc, la potentiométrie directe, c'est celle des gazos, elle est juste. Il n'y a pas de dilution puisque l'anatrémie est bien mesurée par litre de plasma. La potentiométrie indirecte, il faut en fait, ça c'est le camembert en bas, c'est le sang, c'est le plasma. Et le plasma, c'est 93% d'eau plasmatique et 7% de la phase lipide-protéine. Et en fait, la gazo, la potentiométrie directe, elle mesure par litre de plasma, donc sur tout le camembert. Par contre, la potentiométrie indirecte de nos machines en labo central, elle mesure ça par litre d'eau plasmatique, donc que sur la partie bleue. Ce qui fait que les automates, en fait, le rapport 93%, 7% de la phase lipidoprotéique, il est paramétré, ce qui fait que l'automate fait un ajustage automatique. Et donc, en cas de myélome, par exemple, avec une phase lipidoprotéique qui est augmentée, on mesure l'anatrémie dans 80%, et en fait, on applique le rapport de tout à l'heure, 93,7%, puisqu'il ne va pas s'adapter à la phase. Donc, il sous-estime l'anatrémie, puisqu'il applique une mauvaise dilution. Et donc, là, on a des pseudo-hyponatrémies liées à l'hyperprotidémie. Et c'est le même raisonnement en cas de dénutrition intense. Si j'ai plus 93%, mais 98%, que ma phase protidique, elle est que de 2%, et ma natrémie peut potentiellement être surestimée aussi, ce qui est très fréquent en réa. Donc, et enfin, pourquoi il faut quand même aussi pas sous-estimer le préanalytique? Parce que dans les gazos, faites dans les réanimations, normalement, les patients sont sous perf, donc il faut arrêter la perf un certain temps, et il est conseillé de purger la tubulure en prélevant un tube de purge de 5 ml, de jeter le tube et de prélever les seringues, les tubes, pardon, éventuellement la seringue à gazo. Et en fait, on s'est aperçu dans la réa que ce n'était pas toujours le cas, que moi j'étais allé voir en fait comment faisait une infirmière, et parce que le médecin n'arrêtait pas de râler sur les différences de natrémie, donc la potentiométrie n'expliquait pas tout. Donc je suis allé voir et en fait je me suis aperçu qu'elle prenait une seringue, qu'elle aspirait 2 ml, qu'elle les jetait et qu'il n'y avait pas de tube de purge, donc il manquait 3 ml de purge, et qu'après elle faisait sa gazo et après elle prélevait ses tubes. Donc la gazo finissait entre guillemets un peu la purge, ce qui n'était pas du tout. Voilà. Et on dit, maintenant on fait tout comme ça. Donc on a fait une comparaison avant-après, où on a proposé ce protocole à la CAD qui l'a fait mettre en application, tube de purge ou hémoculture qui peut faire office de purge, et que la seringue à gazo, elle ne passait pas entre le tube de purge et les tubes, mais elle passait à la toute fin. Et en fait, ça a été, donc ça c'est avant protocole, ça c'est après protocole. Vous voyez que la médiane de différence était de 4 millimoles entre les deux, entre la gazo et le labo central. On est passé de 4 millimoles à 2 millimoles. Avant protocole, j'ai testé 98 patients et après une semaine de mon nouveau protocole, j'ai testé 109 patients. Et donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est ça. Ça, c'est les écarts de natrémie avant protocole. La moitié des écarts en bleu étaient entre 4 et 7 millimoles par litre. La moitié des écarts, je recommence, c'était des écarts de 4, 5, 6, 7 millimoles. Une fois qu'on a bien fait les choses sur le plan préanalytique et qu'on a appliqué le protocole que j'ai mis en place, on a diminué ces écarts conséquents de moitié. C'est-à-dire que 75%, on avait des écarts de 1, 2, 3 millimoles. Et il n'y avait plus qu'un quart qui avait des écarts conséquents. Et après, je me suis focalisé sur ce un quart-là. Et bien forcément, dans ce un quart-là, ceux qui avaient des écarts élevés avaient des taux de protéines plus basses de manière significative, et on a vu que les hypoprotidémies pouvaient entraîner des pseudo-hypernatrémies. Donc l'écart pouvait s'expliquer par les protidémies. Là, on ne peut pas aller au-delà de la différence des deux techniques. Et enfin, on a aussi regardé les potentiels écarts liés à l'incertitude de mesure. Il y a 3 niveaux de contrôle. Les écarts théoriques de l'incertitude de mesure peuvent aller jusqu'à 4 millimoles. Parce que si j'ai 2 millimoles d'incertitude de mesure, si j'ai une technique, si la valeur attendue est 140, qu'une technique donne 138 et que l'autre technique donne 142, c'est pas de bol.
Mais statistiquement, je peux avoir au maximum 4 millimoles d'écart, rien qu'à l'incertitude de mesure, si elles ne vont pas dans le même sens. Hein, je peux avoir des écarts entre 0 et 4. Donc après, ben voilà, vous voyez qu'entre l'incertitude de mesure, le préanalytique, la phase lipidoprotéique et bien sûr la différence de technique, bon ben voilà, tout ça fait qu'il faut avoir tout ça en tête, mais déjà il faut maîtriser votre préanalytique. Donc ça aussi, on l'a publié, ça a été très consulté, on était super contents, impact de la phase préanalytique dans les différentes, donc n'hésitez pas à lire ce papier et à appliquer ce protocole. Puisque vous voyez, je vous ai remis un petit bout de norme. Le laboratoire doit surveiller ses performances en ce qui concerne les méthodes d'analyse par comparaison avec les résultats d'autres laboratoires. Cela inclut la participation à des programmes d'évaluation externe de la qualité appropriés pour les examens effectués et l'interprétation des résultats des examens, y compris les méthodes d'examen de biologie médicale délocalisées. Dernier petit point, aussi toujours dans le papier sur les aides à l'évaluation biologique des paramètres d'oxygénation, on fait tout un tas de rappels et on vous fait un petit profil pour interpréter les paramètres d'oxygénation. Donc, bien sûr, si j'ai une PO2 basse et une PCO2 élevée, c'est que je suis en hypoventilation, donc type BPCO. Si j'ai une PO2 basse et une PCO2 basse, je suis plus dans un effet shunt type embolie pulmonaire ou œdème aigu du poumon, enfin voilà, ou pneumonie, hein, on a touché les Covid, voilà. On vous rappelle un peu tous les critères, FiO2, enfin ça aide bien normalement à la validation biologique, n'hésitez pas à regarder ce document qui a aidé pas mal de collègues. Des fois, je le fournis encore quand on me le demande, il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'ai parlé combien de temps? Ça va? Je suis dans les temps? Vous êtes dans les temps. Je me suis un peu étalé. La biologie localisée, donc plein d'innovations, incontournables dans l'évolution de la biologie médicale, législation contraignante, et puis bien sûr, innovation médico-économique, de connectique, d'informatique, technologique. Et je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a apporté 2-3 notions et je suis disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Bouvier. Du coup, on va garder quelques petites questions. Vous avez parlé des hémoQ et des hémoglobines en EBME au début de votre présentation, et vous avez mentionné que cela pouvait évoluer l'an prochain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les discussions en cours? Alors, je crois qu'il y a je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en fait, il y a des positions. Hein, il y a des positions des sociétés savantes d'hématologie et de la SFBC qui dit bien que les MOQ qui participent à la transfusion du patient, ben, c'est quand même, c'est pas anodin et qu'il faut que le processus soit maîtrisé par un biologiste. Donc, voilà, les sociétés savantes posent ce constat-là. Donc, les MOQ veineuses, voilà. Par contre, les hémoQ capillaires, si vous faites une hémoQ capillaire 3 fois de suite à un patient, vous pouvez avoir des variations qui ne sont pas anodines. Hein. Et donc, des fois, autant sortir le boulier. Hein. Donc, en gros, les positions disent, les sociétés savantes avaient signé tout un courrier avec cette position-là. Mais je crois qu'il y a un décret qui est en attente. Là, l'arrêté que je vous ai montré au début, il va être revu normalement. Alors, je ne vous cache pas que les politiques ont autre chose à faire en ce moment hein, que changer le décret sur les hémoQ. J'ai l'impression qu'ils sont occupés à faire autre chose. Mais normalement, ce décret, il est attendu, il est dans les papiers. Et c'est vrai qu'il y a des biologistes qui sont. J'aurais dû mettre un sondage sur le Bootclap qui veut se débarrasser des hémoQ, qui veut les garder. Hein. Tout le monde n'est pas du même avis. Hein, parce que des CH, des CHU, ça peut être facilement 20-25 analyseurs à gérer en plus. Donc voilà. Mais le décret est censé sortir l'année prochaine, normalement. Une autre question. Vous avez parlé un petit peu des personnes qui peuvent être habilitées à passer le gaz du sang. Les aides-soignantes n'en font pas partie, ce qui peut poser un problème parfois en termes d'organisation dans le service. Mais je suis bien d'accord. Comment vous gérez-vous les choses concrètement à Clermont-Ferrand? Alors, concrètement, donc c'est enregistré, hein, donc il faut que je fasse attention, mais concrètement, ça pose des problèmes. Où ça? Je pense que tout le monde pense au même type de service, dans les maternités. Dans les autres services, pas d'aide-soignante. Hein. Voilà, point barre. Après, il faut quand même appeler qui est la loi. Dans les maternités, c'est compliqué. Parce que si la sage-femme est entre les jambes de la maman à gérer son bébé, elle ne peut pas forcément sortir. Donc, soit pour les pH au scalp, maintenant on a mis des lactate strips on a arrêté de faire des gazos au scalp.
Mais pour les sangs de cordon, c'est vrai que des fois, la sage-femme avait tendance à donner sa seringue à une aide-soignante qui sortait et qui passait l'analyse pour sa sage-femme. Donc ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, le jour du visite du coffret, il ne faut vraiment pas que ce soit le cas. Il faut que ce soit bien clair que ce ne soit pas le cas. Et moi, personnellement, je ne donne pas de code aux aides-soignantes. Donc, par contre, une sage-femme, si une sage-femme type, si un sage-homme s'appelle Damien Bouvier, je lui laisse choisir son code sur Accure ou J'aimerais plus. Donc son identifiant, ça va être Desbouvier. Et puis peut-être que son code, c'est lui qui le choisit. D'accord. Peut-être que son code, ça va être Desbouvier aussi. Et que la gazo sera faite sous la responsabilité de Desbouvier. Et si le code, je ne vérifie pas le jour J qui a tapé le code. Mais il n'y a pas de code pour les sages-femmes. Mais je crois qu'on a trouvé une solution un peu focus comme ça, ce qui fait que certaines sages-femmes ont dit bah, si c'est ma responsabilité, je passerai mes gazos et ce sera possible. Peut-être que bizarrement, il y en a qui ont trouvé un moyen de ne pas donner leur code. Et d'autres, parce qu'il y a des aides-soignantes qui sont très bien formées et tout, passent les gazos sous la responsabilité. Voilà, donc on a un peu voyé comme ça, mais c'est que pour les maternités. Pour les autres services, 0 aide-soignante. Je vais vous poser une dernière question. On a pris un petit peu de retard. Avez-vous évalué de la même façon pour la natrémie les écarts sur la kaliémie? Alors, non, mais c'est vrai que ça pourrait être regardé. Il n'y a pas de, à ma connaissance, la kaliémie, elle est vraiment majoritairement intracellulaire, donc la phase lipidoprotéique a moins d'impact sur la kaliémie. Normalement, c'est très régulé, la kaliémie. Et il n'y a pas la corrélation kaliémie potentiométrie, labo central versus kaliémie gazo. On l'a fait sur une 50aine de points. L'équation, c'est Y égale X. C'est parfaitement corrélé. Quand je fais une natrémie gazo et une natrémie labo centrale, l'équation, c'est jamais Y égale X. C'est Y égale à X plus B, avec un biais, avec une ordonnée à l'origine qui est différente de 0. Enfin voilà, donc moi, j'en ai moins ressenti. Déjà, j'ai eu 0 retour des cliniciens et j'en ai moins ressenti le besoin, mais ma corrélation, elle est quasiment parfaite. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas d'autres questions? Il y a d'autres questions, on les posera. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur notre site internet. On pourra bien entendu les poser à Monsieur Bouvier et revenir directement vers vous. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bouvier, pour votre intervention et votre présentation, même si les aléas du direct, c'est un petit souci technique au début de cet événement. Et donc, posez vos questions sur notre site internet. Vous pourrez également retrouver le replay. Nous allons vous communiquer donc le lien vers le replay de cet événement. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée et passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci beaucoup.